Smart Bourse vous est présenté en partenariat avec Arthur. La gestion des plus fortunés, enfin pour tous. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui se stabilisent. Le CAC 40 se stabilise un peu au-delà de son niveau d'équilibre, au-delà des 6500 points désormais, avec des marchés qui sont dans l'attente d'un grand rendez-vous ce soir du côté de la Réserve fédérale américaine avec la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire. Le CAC se stabilise donc, je le disais, avec parmi les faits marquants de la journée une introduction en bourse. On est dans une séquence intense en matière d'introduction en bourse, encore au moins jusqu'aux premières semaines de juillet. D'autres sont prévues la semaine prochaine, mais aujourd'hui c'est Spartoo qui débute timidement, d'ailleurs il faut le dire, sur le marché d'Euronext Growth. Pas d'envolée pour la première cotation du spécialiste historique de la vente en ligne de chaussures. Le groupe a levé près de 25 millions d'euros et pèse en bourse plus de 100 millions d'euros aujourd'hui pour son premier jour de cotation. Et puis je le disais, le grand rendez-vous du jour, les minutes de la Fed, à savoir le compte-rendu détaillé de la dernière réunion de politique monétaire qui se tenait les 15 et 16 juin dernier, une réunion de politique monétaire de la Banque centrale américaine qui avait marqué quand même le début d'une inflexion dans la communication de la Fed à travers les projections des niveaux de taux qui sont faits tous les 3 mois par les membres de la Réserve fédérale américaine, des membres qui en majorité désormais signalent 1 à 2 hausses de taux pour 2023. Intéressant de noter que depuis la dernière réunion de la Fed, les taux ont continué de baisser, les anticipations d'inflation également, au point que le 10 ans américain est retombé ce matin à 1,35%. Tendance, mon ami, chaque jour à la mi-journée, les infos clés résumées par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours dans le vert à la mi-journée sur le CAC 40 avec un indice parisien qui reprend quelques points après le recul de près de 1% sur la séance d'hier. Les investisseurs parisiens qui attendent aujourd'hui la publication des minutes de la Fed afin d'analyser dans le détail les discussions qui se sont tenues lors de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Réunion de politique monétaire qui a abouti à l'annonce d'un potentiel relèvement des taux donc de la Fed en 2023. On note en attendant que la prudence domine sur les marchés, les rendements obligataires continue à se détendre. Le taux à 10 ans américain est à 1,35% à la mi-journée, tandis que l'OAT à 10 ans en France continue lui de reculer à 0,05%. Côté statistique à présent, les investisseurs ont pu découvrir des prévisions économiques de la Commission européenne qui tablent sur une croissance de PIB de 4,8% en 2021 puis de 4,5% en 2022 au sein de la zone euro. Des prévisions qui sont revues à la hausse par rapport aux estimations au printemps dernier. Une révision à la hausse due en partie à la contraction moins forte que prévue du PIB de la zone euro au premier semestre. Les investisseurs qui ont pu également découvrir ce matin la production industrielle en Allemagne, production industrielle qui recule de 0,3% sur un mois en mai, un recul qui intervient après une baisse de 0,3% également au mois d'avril en lien avec les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, même si on rappelle que sur un an, la production industrielle au mois de mai progresse de 17,3% sans pour autant revenir à ses niveaux d'avant pandémie. En France, on a également découvert le déficit commercial qui se creuse au mois de mai, il passe de 6,3 milliards d'euros à au mois d'avril, à 6,8 milliards d'euros au mois de mai. Les importations comme les exportations ont légèrement reculé sur la période. Et du côté des matières premières à présent, et notamment du pétrole, le baril de Brent progresse depuis ce matin et revient au-dessus des 75,5 $ dans un contexte toujours de statu quo suite à l'opposition entre Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis quant à un relèvement des quotas de ce dernier. Du côté des valeurs à présent, les investisseurs parisiens ont pu suivre EDF qui revoit son objectif de bénéfice d'exploitation à la hausse pour 2021 à cause notamment d'une nouvelle estimation de production nucléaire en France. Veolia estime de son côté que le projet de la prise de contrôle de Suez devrait être mis en œuvre avant la fin de l'année. Les mois de novembre ou de décembre sont évoqués. Le groupe prévoit par ailleurs une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros sur la période également afin de financer l'opération. On note que Arkema annonce de son côté une prise de participation
participation dans Verkor, start-up spécialisée dans la production de batteries haute performance, un mouvement de plusieurs milliers d'euros afin d'accélérer son développement donc dans les batteries. Et on note pour finir que les plus fortes hausses du CAC 40 à la mi-journée sont signées ST Microelectronics, Essilor Luxottica ou encore Saint-Gobain, tandis que les plus fortes baisses sont signées Alstom, Orange, Renault ou encore BNP Paribas. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les enjeux du deuxième semestre sur les marchés, c'est le thème de l'émission, c'est le thème du moment pour les investisseurs. On va en parler avec deux invités à mes côtés en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Alice Ducrot qui est avec nous, banquière privée chez Bordier et compagnie à Paris. Bonjour et bienvenue Alice. Bonjour Grégoire. Nicolas Chéron nous accompagne également aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être là, stratégiste chez Zone Bourse. Parlons un peu de stratégie, de tactique, même peut-être de marché avec vous pour commencer. Nicolas, où en est-on? Alors hier on a développé le concept de l'investisseur haussier fatigué. Je rends hommage à Julien Nebenzal, investisseur que je respecte absolument, qui était là hier soir, alors qui est très haussier depuis longtemps, avant même la crise Covid. Il est resté haussier pendant toute la crise Covid. Alors chacun a son parcours, on va dire, sur les marchés, mais il admettait quand même qu'après avoir été haussier pendant 1 an et demi, 2 ans, il arrivait quand même à être un peu fatigué désormais. C'est un peu le sentiment qu'on a là au début de cet été. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle en anglais le pain trade, quoi. Le trade difficile à tenir, c'est long, c'est pénible, mais pour l'instant, à dire vrai, eh bien, ça continue de porter ses fruits. Alors il y a quand même une petite modification par rapport à ce qu'on se disait ces derniers mois. On avait des indices qui montaient très fortement. Là, on s'est quand même stabilisé sur le CAC 40 sous les 6700 points. C'est les plus hauts historiques en cours de clôture mensuelle datant de l'an 2000, donc c'est pas non plus du petit seuil. Ce qu'on peut constater ces dernières semaines, alors, je vais vous introduire un nouveau concept. Enfin, ça n'a rien de nouveau, mais pour moi, c'est le concept de la normalisation. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans de l'exceptionnel, de l'historique. Quand on regarde les chiffres de croissance attendus au 2e, au 3e trimestre, on est dans de l'exceptionnel sur les anticipations d'inflation qui sont sur des plus hauts de 15 ans, les PMI européens qui sont à des plus hauts de 15 ans, les indices de sentiment des investisseurs. Donc, tout est au top du top. Et je pense que, voilà, on va peut-être avoir un retour à la normale, une inflexion, des chiffres chinois qui commencent déjà un petit peu à ralentir étant donné que c'était eux les premiers à être repartis. On peut sous-entendre que peut-être qu'en Europe et aux États-Unis aussi, on aura un nivellement par le bas, voilà, une stabilisation des chiffres d'entreprise, de la macroéconomie, etc. Du coup, moindre pression sur la Banque centrale. Parallèlement à ça, des taux d'intérêt qui retombent assez fortement. Tout le monde attendait 2%, on est à 35. Si on prend tout ce qu'on nous disait il y a 2, 3, 4 mois. Voilà, pour moi, ce boom économique, c'est pas le début des années 20. Quoi. C'est 6 mois. Voilà. C'est un rattrapage. C'est de l'exceptionnel, c'est l'effet rebond, gros trou d'air, effet rebond, retour à la normale, et la normale, c'est du ventre mou, historiquement. Donc, ce qui est pas mal, c'est que ça a permis aux indices de faire des petites rotations sectorielles. On a eu des secteurs qui ont opéré des rattrapages là où la tech, alors la tech avait fait sa conso puis elle est repartie. Les bancaires ont souffert un petit peu de ce manque de dynamisme sur les taux et ont consolidé. Le luxe, depuis 2 semaines, qui était quand même très fortement monté, avait besoin de respirer. Donc voilà, une sorte de stabilisation du marché. C'est plutôt calme, c'est plutôt propre. Il n'y a aucune peur, il n'y a pas de tension. Bon. Après, il faut dire aussi qu'il n'y a pas de volume et pas de volatilité. Là, il se passe vraiment absolument plus rien, quelle que soit la classe d'actifs, du bitcoin à l'argent, en passant par les actions. Est-ce que ces phénomènes de hausse qui s'épuisent après une séquence intense, effectivement, au moins depuis l'automne dernier, voire depuis le point bas de mars 2020, c'est-à-dire que c'est un peu le phénomène de la bicyclette, quoi. C'est-à-dire quand on arrête d'avancer, quand ça arrête de monter, très vite, on se demande si ça ne va pas commencer à baisser et voire à fortement baisser. C'est ça. Comment vous évaluez justement le risque d'accident sur les marchés? Vous avez l'air assez serein dans votre discours, Nicolas. On ne peut pas ne pas l'être, en fait. La situation actuelle est bonne,
La phase de normalisation, vous dites, c'est pas un danger majeur finalement pour les investisseurs. Non, parce que ça va moins mettre la pression sur les banques centrales qui vont pas devoir être dans l'urgence de devoir monter les taux, arrêter le QE. On sait aujourd'hui que la hausse des indices, c'est la hausse des bilans des banques centrales, concrètement. Donc, tant que le cash va, tout va. Donc, c'est assez spécial. Après, je commence à devenir méfiant quand même. Ouais. Voilà. Pour moi, 6700 points, 6800 points. Moi qui fais un peu d'analyse technique, on a des beaux canaux haussiers sur les indices. À 6700 points, on a touché le haut de canal, on stabilise à plat. Alors vous le disiez, quand on ne monte pas, on baisse forcément. En fait, non, en bourse et notamment en analyse graphique. Mais c'est bon de le rappeler à vos auditeurs. 80% du temps, un actif est sans tendance. Ouais. Et sur le CAC 40, lorsque ce dernier est sans tendance, eh bien c'est parfait pour des gens qui veulent faire du stock picking et donc aller chercher des dossiers qui vont opérer des rattrapages ou des dossiers qui vont surperformer. On a actuellement des superbes entreprises, c'est marrant parce qu'on les avait nommées ensemble il y a 6 mois et c'est toujours les mêmes, du Téléperformance, les Rémy Cointreau, les LDLC, enfin plus ou moins des valeurs moyennes mais des dossiers qui sont ultra haussiers, qui continuent leur course, même quand l'indice ne fait rien. Et donc celui qui est dans une logique, l'investisseur un peu actif, particulier, qui veut justement faire ce travail de stock picking, il y a encore des idées, il y a encore des dossiers qui ont de la valeur, sur lesquels il est intéressant d'être positionné. Je pense qu'il y a des dossiers, que je parlais d'LDLC il y a un instant, qui continuent de relever distribution de produits électroniques grand public. Ils vendent sur Internet, ils commencent à faire de la publicité en ce moment pour continuer d'avoir une bonne acquisition. Les membres du board ont encore renforcé leur position il y a quelques semaines sur le dossier, donc ça laisse entendre qu'ils sont quand même relativement confiants. Donc des dossiers comme ça, ou comme showroom privé dans le même style, ça c'est des dossiers qui sont intéressants. Après, c'est vrai que sur les thématiques qui ont été très utilisées ces derniers mois, là, ça piétine. Les matériaux de base, ça piétine. Les semi-conducteurs, ça piétine. Ça, on en parlait dès la fin d'année avec vous. Oui, déjà. Nous, on est dessus depuis novembre. On les voit piétiner, mais encore une fois, piétiner n'est pas forcément baisser. Non. Et on ne sait jamais qu'il y a encore une vague supplémentaire de hausse vers 6800 points. Donc pour l'instant, on regarde tranquillement. On a un coussin de performance, on va dire. Donc on ne se presse pas à sortir du marché, puisque, encore une fois, on entend souvent les gens dire « Ah oui, si ça baisse, j'achète. » Donc en fait, tout le monde veut acheter si ça baisse, et c'est pour ça qu'on ne fait que monter. S'il ne faut pas être pressé de sortir du marché, néanmoins, comment est-ce qu'on organise son portefeuille là, pour essayer de passer un été tranquille, pour ceux qui auront la chance de partir quelques jours toujours bien de quitter un peu les écrans de temps en temps aussi. Donc, comment est-ce qu'on organise son portefeuille Avant, Grégoire, à ce type de question, je donnais une réponse. Maintenant que j'ai rencontré quelques milliers d'investisseurs dans ma jeune carrière, il y a 1500 profils. Tout le monde fait différemment. Alors, la base, c'est de dire, vous voulez passer des vacances tranquilles et vous voulez pas être devant le smartphone à la plage et vous faire rouspiller. Faut peut-être tout simplement couper une partie des lignes spéculatives, encaisser celles où on a fait des beaux parcours, peut-être mettre des stops de protection sur certaines positions, vraiment pour pouvoir dormir tranquille, pour pouvoir aller faire du bateau dans les calanques. Il n'y a pas de réseau, on peut revenir 5 heures plus tard ou on peut revenir le lendemain. C'est ça qui est important. N'oublions pas que la tranquillité d'esprit créée par ce type de période permet à l'investisseur de revenir avec de nouvelles idées, avec des liquidités et de pouvoir encore mieux investir par la suite. Après, il y a une question de saisonnalité. Sur le S&P 500, de janvier à juin, la saisonnalité sur 30 ans, janvier à juin, on monte, juillet à octobre, on consolide et on finit l'année en fanfare. Donc, étant donné les niveaux de prix, étant donné le manque d'inertie qu'on a, il suffirait de pas grand-chose, notamment malheureusement peut-être des nouvelles concernant le variant XY, Delta, Gamma ou autre, qui pourraient peut-être, je ne sais pas, donner des petits contre-coups, mais pour partir en vacances, j'aurais tendance donc à créer une poche de cash. Et puis, on dit souvent, couvrez vos portefeuilles. Alors, un des produits les plus connus en France, c'est le BX4. On va shorter de l'indice. Souvent, les gens en prennent trop, ils rentrent mal. Du coup, c'est pas forcément... Donc, le tracker qui fait l'inverse du CAC 40. La baisse du CAC. En fait, plutôt que de couper des lignes dans votre portefeuille,
et donc de moins souffrir d'une éventuelle baisse, vous allez acheter ce produit qui va monter quand le CAC 40 baisse. Du coup, si le CAC 40 monte, c'est comme une assurance. Vous avez payé votre assurance et puis vous lâchez quelques euros, mais vos valeurs sont montées à côté. Si le CAC 40 baisse, vos valeurs vont en souffrir, mais ce produit va monter et donc temporiser la chose. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a peut-être quelque chose de plus intéressant à faire, puisqu'il est complexe quand même de se mettre en face d'un train sur les indices boursiers. Oui, ça reste haussier, vous l'avez dit. Depuis 2 jours, depuis le début de la semaine, je parle justement des valeurs Covid. Eurobio, Biosinex, Novacite, Euromedis. On a Chargeur et d'autres, plus ou moins proches de la thématique Covid. Mais c'est des valeurs qui sont très intéressantes. Elles sont toujours haussières depuis 1 an. Elles ont publié des résultats absolument énormes au dernier trimestre. Et tout le monde s'est dit, le Covid, c'est terminé. Elles ont eu une belle croissance. Oui, c'est des boîtes qui, même sans Covid, en 2024-2025, vont avoir des bénéfices relativement importants. Et donc, en théorie, devraient avoir des belles valos. Mais depuis qu'elles ont publié leurs bons résultats récemment, elles ont été délaissées par le marché parce que les gens se sont dit c'est bon, tout le monde va être vacciné, on ne vend plus de matériel médical, on ne vend plus de masques, on ne vend plus de tests, etc. Alors que au quotidien, là, toutes les semaines, on fait des records de vente et d'utilisation de masques et de tests malgré cette hausse des vaccinations. Donc, si on doit apprendre à vivre le Covid, forcément les business Covid qui vont avec vont perdurer. Oui, ils vont perdurer. On ne sait pas combien on va avoir de variants. Est-ce qu'il va falloir s'habituer à cette maladie et l'avoir tous les ans ? Du coup, c'est un bon moyen de protéger son portefeuille ou du moins de le diversifier et de se dire si c'est la news variant, la partie sanitaire qui pose problème, déclenche un problème de marché, eh bien mon portefeuille est protégé. Voilà. Bon. Intéressant, effectivement. Regardons donc encore et toujours les valeurs Covid. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour ces quelques éléments. Voilà, ces quelques idées pour essayer de préparer un été tranquille quand on est investisseur particulier, notamment, et qu'on veut rester néanmoins investi sur les marchés pendant cette période estivale. Nicolas Chéron, stratégiste de Zone Bourse, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. Et on prolonge donc cette discussion avec Alice Ducrot, je le rappelle, banquière privée chez Bordier et compagnie à Paris. Alice, c'est un peu la même question, mais avec des éléments de réponse qui sont peut-être aussi un peu fondamentaux. Quand vous regardez la situation de marché, là, en ce début de deuxième semestre, qu'est-ce qui vous intéresse et où est-ce que vous placez justement les enjeux importants là, sur la deuxième partie de cette année 2021, que ce soit des enjeux très immédiats ou des enjeux de moyen long terme? Alors sur le début du second semestre, déjà si on peut se remettre un petit peu dans une perspective qui a été la nôtre depuis le début de l'année, c'est qu'on a eu effectivement un très beau parcours des bourses mondiales avec un début d'année qui a été marqué par les valeurs qui avaient davantage souffert en fait pendant la fermeture de l'économie, qui ont très bien rebondi. Et là, depuis quelques semaines, une tendance, un appétit pour le risque qui se résorbe un petit peu et une tendance vers les valeurs plutôt de croissance qui avaient souffert déjà d'un arbitrage, d'un côté un petit peu tactique des marchés et en même temps de la remontée des taux qui est plus favorable aux cycliques et qui sont moins capex intensifs souvent que les valeurs de croissance. Donc là, on a un retour sur les valeurs de croissance. Au niveau de ce que l'on projette pour les semaines, les mois à venir, c'est évidemment dans un scénario et un contexte de Covid contrôlé. Notre scénario central, c'est une stratégie vaccinale qui est efficace contre les variants et qui continue à se déployer. On a eu un peu de lenteur au début sur la stratégie en Europe. Finalement, ça s'est mis en place. Maintenant, il faudra surveiller sur les émergents. On reste évidemment très attentive à la situation sanitaire parce qu'en fait, c'est quand même la clé de voûte de l'ensemble de l'équilibre qui reste fragile. C'est pour ça, quand on entend des anticipations de remontée de taux, de décisions un petit peu drastiques des banques centrales, je pense qu'il faut prendre du recul, sachant qu'on reste dans un univers sanitaire qui reste incertain. Maintenant, ce qu'on va regarder dans notre environnement, je me permettrai de rappeler peut-être après le cadre d'investissement qui est celui de Bordier, mais c'est déjà les publications semestrielles des entreprises qui vont commencer à la mi-juillet, il me semble que c'est vers le 13 juillet avec les banques américaines. Oui. Voilà.
Donc ça, pour nous, c'est très important parce que quand on est investisseur, et nous, chez Bordier, nous sommes des investisseurs qui, effectivement, restons très alertes sur le contexte macroéconomique qui est notre terrain de jeu, si j'ose dire, mais en même temps, nous sommes des stock pickers, et c'est ce qu'on disait, la gestion active, en fait, bénéficie aujourd'hui d'opportunités avec des scénarios de croissance bénéficiaire qui vont certainement être publiés. Sachant que les publications pour le deuxième trimestre, donc la période qu'on vient de passer, devraient être excellentes parce que ça a été le pic de croissance. On est arrivé au pic de croissance en Europe, pic d'inflation peut-être, c'est la grande question que se posent les marchés. Mais donc cet aspect microéconomique qui va être validé, et c'est ce que l'on cherche en tant qu'investisseur. C'est que les scénarios macro, c'est très important de les intégrer, de les analyser et de voir les facteurs de risque. Et on peut revenir dessus. Mais la réalité microéconomique des entreprises et les chiffres qui sont publiés nous donnent vraiment un éclairage très concret et valident nos choix d'investissement qui, dans le cas de Bordier, sont plutôt de la croissance défensive internationale. Oui, effectivement, quand vous regardez, alors mettons le risque sanitaire de côté que personne ne maîtrise, et on voit d'ailleurs que les économies s'adaptent quand même au fur et à mesure des périodes de restriction, de confinement, etc. On voit quand même que l'activité économique arrive à vivre avec, d'une certaine manière. Si vous regardez les entreprises et la saison de publication qui arrive, est-ce qu'il y a pour vous déjà des risques importants, y compris sur des entreprises de qualité, liés à l'envolée des matières premières? Alors le phénomène de rattrapage, mais peut-être même un peu plus que ça, sur le pétrole et d'autres matières premières importantes pour les entreprises. Le problème du marché du travail aux États-Unis notamment, avec des entreprises qui ont du mal à recruter. Certaines d'entre elles sont déjà obligées d'augmenter les salaires pour réattirer la force de travail dans les usines ou dans les magasins, dans les boutiques, dans les entreprises. Est-ce que déjà ça pose la question des marges des entreprises? Là, vous dites que les résultats vont être excellents, mais quand vous regardez un peu les secteurs, les entreprises qui vous intéressent, est-ce qu'il y a quand même déjà un sujet sur les marges? Bien sûr, quand on a un propos, de toute manière, sur l'environnement financier, on a un propos général et après, notre matière est faite de cas particuliers. Et c'est pour ça qu'on va aller sélectionner des secteurs qui sont plutôt sur des tendances séculaires, des tendances de long terme qui, en fait, se détachent un petit peu de l'actualité très chaude macroéconomique. Maintenant, les questions un petit peu structurelles que pose la crise qu'on a traversée, c'est un vrai choc, en fait. Et par exemple, vous parliez du marché du travail. Bon, il y a effectivement des tensions, des pénuries, que ce soit sur la main-d'œuvre, mais aussi sur les matières premières agricoles, industrielles, que nous considérons chez Bordier comme un phénomène qui est transitoire. En revanche, sur le marché du travail, il y a des vraies questions qui se posent sur la manière dont va se comporter notre économie et comment aujourd'hui, ne serait-ce que le phénomène de télétravail, change le rapport du consommateur qui aujourd'hui se fait livrer à domicile et ses biens de consommation et aussi son travail. Et en même temps, toutes les sociétés qui sont liées un petit peu au Covid et à ces changements qui ont été accélérés, la numérisation, le secteur de la santé qui reste stratégique et la transition énergétique seront, à mon sens, résistants, quelle que soit en fait l'évolution du contexte global. Ça, c'est les grandes thématiques sur lesquelles vous travaillez chez Bordier. Tiens, un mot, c'est intéressant, la transition énergétique. Alors, il y a eu quand même la purge des green stocks en début d'année. On voit maintenant le pétrole qui est sur des plus de 6-7 ans. Un pétrole à ce niveau-là, par exemple, c'est bon pour l'investissement dans les énergies renouvelables, c'est bon pour la thématique de la transition énergétique, Alice? Je pense, Grégoire, que la transition énergétique ne dépend pas du prix du pétrole, en fait. Et on se posait la question, quand le pétrole était à $20, est-ce que ça vaut le coup de mettre des éoliennes? Non, mais la question n'est pas là. Enfin, je veux dire, non, mais c'est un signal prix important quand même. Bien sûr, et c'est un élément qu'il faut prendre en compte, notamment dans le phénomène de l'inflation, sa répercussion sur une hausse des taux potentiels pour contenir une inflation par les banquiers centraux. Et c'est un point d'intention pour le second semestre, on en parlait, ce qu'il faut surveiller. Mais cela dit, la thématique transition énergétique, elle ne dépend pas de facteurs présents, en fait. C'est quelque chose qui est engagé, qui est embarqué, c'est politique aujourd'hui. Et de toute façon, on ne va pas revenir en arrière. Les plans de relance qui ont été
qui aujourd'hui en fait vont certainement porter la croissance future des marchés, bien que certainement sur des niveaux de valorisation élevés, nous pouvons attendre de la volatilité. Mais en fait, les plans de relance infrastructure viennent dans la continuité des plans de soutien qui ont permis à l'économie de tenir, puis la réouverture, et maintenant c'est les plans de relance qui prennent la suite. Après, il faudra surveiller évidemment l'ampleur de ces plans et notamment le programme cœur de Joe Biden. Mais on voit aussi les Chinois qui sont très investis en fait dans ces thématiques-là. Ouais. Bon, donc des thématiques pleinement validées. On voit depuis quelques semaines, 2 mois maintenant, le retour des valeurs de croissance défensive, alors qui sont le cœur des investissements de Bordier et compagnie. Concrètement, ça vous conforte dans l'idée il serait déraisonnable de changer justement de processus d'investissement ou de stratégie d'investissement long terme à ce stade, Alice? La stratégie long terme de Bordier, c'est une maison qui existe depuis 1844. Bon, alors évidemment, le monde s'est transformé, mais si vous voulez, on n'est pas dans une vision courte des marchés. Donc évidemment, on va suivre la macroéconomie et les changements structurels, fondamentaux, même conjoncturels de notre économie pour avoir parfois des positionnements tactiques. Je veux dire, on n'est pas non plus complètement off-marché. Donc on va pouvoir jouer des tactiques sur des thématiques plus cycliques. On a des titres de qualité qui correspondent à nos critères de croissance défensive, mais en même temps qui participent de la reprise du cycle. Et là, j'ai une valeur qui me vient en tête, par exemple, c'est Sika, une société suisse. Bordier, c'est suisse. Nous avons beaucoup de sociétés suisses. Sika, c'est vraiment... On joue les plusieurs moteurs de croissance. C'est la construction, ciment, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ciment, et puis tout ce qui est matériaux, adhésifs, voilà, avec une forte culture de l'innovation et un budget recherche et développement qui est très important. Donc, on va continuer à avoir en fait une allocation qui est globale. Avec nos portefeuilles sont constitués de titres en direct. Quand on sait faire, on fait. On a des secteurs spécialisés en interne qui sont analysés par des analystes. Donc qui sont spécialisés sur les secteurs, donc santé, technologie, tous les secteurs qu'on va retrouver dans le marché, qui nous permettent d'avoir des titres en direct dans les portefeuilles de nos clients. Et pour ce qu'on ne sait pas faire, à savoir par exemple les actions continentales chinoises, la dette émergente, corporate... Il y a des spécialistes. On va passer par des fonds en architecture ouverte. Donc on a vraiment ce côté core holdings, titres en direct en portefeuille, tactique avec des titres satellites pour venir jouer des taux tendances un petit peu plus courtes, et puis fonds en architecture ouverte pour faire avec les meilleurs de la place ce qu'on ne sait pas faire en interne. Ça, c'est la stratégie de fond, le processus d'investissement de fonds de Bordier. Tactiquement, là, si je fais appel à votre sens tactique, globalement, quand on raisonne en termes d'allocation, la partie action, là, comment est-ce qu'il faut la positionner pour l'été, pour les prochains mois? Est-ce qu'on a quand même envie de réduire un peu le risque, réduire la voilure? On en parlait avec Nicolas, couvrir un peu ses portefeuilles. Est-ce que c'est l'idée du moment ou pas forcément? Est-ce qu'il faut rester investi aujourd'hui, malgré les incertitudes, le côté sanitaire, etc.? Oui, alors il faut rester, je pense, très prudent. Il faut rester diversifié. Mais ça, c'est le postulat de base d'une maison comme Bordier. Il faut toujours être très prudent, non, mais en même temps, on a une gestion qui est dynamique. Oui, je veux dire, quand il faut y aller, on sait aussi mettre du jus et aller prendre des trackers, aller prendre des positions. Et, voilà, donc plus prudent aujourd'hui qu'il fallait l'être il y a quelques mois ou quelques trimestres. Sur des valeurs qui ont eu une belle progression, prendre des bénéfices, ça ne veut pas dire se dire cette valeur, elle n'est plus valable, mais prendre des bénéfices sur nos titres, reconstituer un peu des poches de cash, parce qu'on regarde quand même un marché qui est très valorisé, et un grain de sable, et un black swan, et une mauvaise nouvelle n'est pas du tout pricé aujourd'hui dans le marché. Donc évidemment, je pense que garder un petit peu de cash pour pouvoir saisir des opportunités microéconomiques grâce à un bruit macroéconomique, c'est la bonne tactique à adopter aujourd'hui. Et à ce titre, effectivement, la saison de publication de résultats, vous l'avez dit, qui commence la semaine prochaine aux États-Unis, sera très intéressante. Au-delà des chiffres des entreprises, des guidance, des perspectives qui sont offertes par les entreprises, c'est aussi les réactions de marché qui seront toujours intéressantes à suivre. Quel niveau de surprise positive est-ce qu'il faudra délivrer pour avoir une action sur les prix positifs pour des marchés déjà bien valorisés? Réponse à partir de la semaine prochaine avec les grandes banques américaines qui publieront en premier leurs résultats du deuxième trimestre. Merci beaucoup, merci à vous deux d'avoir été les invités de Smart Bourse à la mi-journée. Alice Ducrot, banquière privée chez Bordier et compagnie à Paris, et Nicolas Chéron, stratégiste de Zone Bourse, qui était avec nous en plateau. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur, la gestion des plus fortunés, enfin pour tous.